Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous nous intéressons au discours du président français prononcé hier au premier jour de sa tournée en Afrique. Emmanuel Macron a cité les défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée, mais il a surtout appelé à les relever. Il s'agit entre autres du terrorisme, le changement climatique, la démographie, l'urbanisation et la démocratie. Monsieur Macron a promis à plusieurs reprises que la France ne donnera pas de leçons. Nos invités sur ce plateau, Dr Djekari Poujugo, professeur à l'université du Mali, Monsieur Clément Dombélé, politologue, Noun Keïta, altermondialiste, membre du Forum social mondial, Ali Tungara, sociologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Emmanuel Macron a lancé hier un appel à la jeunesse africaine à se tourner vers l'avenir. Selon le président français, le continent africain, où 70% de la population a moins de 30 ans, est le continent de l'avenir. Il précise que le Conseil présidentiel pour l'Afrique sera en lien constant avec la jeunesse africaine. Écoutons ses propos. J'ai une seule certitude, que le changement, le renouveau générationnel dans un continent dont 70% de la population a moins de 30 ans, ce n'est pas une option, c'est une loi mathématique. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut avoir la même politique qu'on a parfois eue depuis des décennies et des décennies, qui voudraient retarder le cours de l'histoire, n'ont pas regardé le Burkina Faso, à coup sûr, mais n'ont pas compris qu'il y avait un ferment essentiel à ce changement, leur propre jeunesse, la jeunesse africaine, qui elle est en train de tourner une page. J'irai partout écouter ce qui s'exprime, ce qui se dit, ce qui se veut. Mais d'autres m'aideront aussi pour entendre votre message. Ce sont les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique, car ils seront un lien permanent avec vous, car votre voix me sera restituée sans filtre, sans intermédiaire, sans concession. Vous venez d'écouter les propos d'Emmanuel Macron. Alors, Monsieur Poujugo, que pensez-vous de cette déclaration du président français ? Je dirais que c'est une déclaration révolutionnaire et aussi très symbolique. Un président jeune qui s'adresse à la jeunesse africaine. Et le contenu de son discours est assez révolutionnaire et il est plein de leçons. Je dirais de leçons. D'accord. Alors, Monsieur Keïta, partagez-vous le même avis que Dr Poujugo ? Pas certainement, parce que j'ai suivi attentivement le discours de Macron. C'est un style nouveau, c'est un langage nouveau, mais quand on analyse un peu le contexte de la France actuelle, je pense que c'est un discours qui visait un double objectif stratégique. Sur le plan intérieur, donner la stature d'un homme d'État qui est donc à la hauteur des grands enjeux, des défis auxquels la France fait face, et montrer également que du côté africain, ils ont quelqu'un qui est venu pour amorcer la rupture. Donc, dans son discours, il y a une perception de ce que je considère comme une forme de lyrisme prométhéen, de la délivrance, un nouveau type de relation entre l'Afrique et la France. Mais vous savez, le discours, c'est quelque chose, mais les actes aussi, c'en est une autre. Donc, je suis très réservé par rapport au contenu du discours d'Emmanuel Macron. Alors, Monsieur Tunkara, selon Monsieur Keïta, ce discours avait un double objectif. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il faut quand même relativiser un peu son discours dans la mesure où les Africains doivent retenir que ce n'est pas un président français d'amorcer justement le processus du changement sur le continent. Ce qui est important dans son discours, c'est quand même une rupture avec ce qu'on connaissait de l'élite politique française, du président Chirac à Macron lui-même. Chacun d'entre eux, ils ont tous eu quand même à clamer autant cette rupture avec la France-Afrique. Mais ce qui est nouveau avec Macron,
il ose quand même de dire devant l'élite politique africaine et devant sa jeunesse également, qu'aujourd'hui, cette montée de la jeunesse en puissance, tant toutes ces exigences vis-à-vis de l'employabilité, ces exigences vis-à-vis de la gouvernance, notamment surtout la question de la redevabilité, et surtout cette jeunesse africaine aujourd'hui, elle entend modifier profondément ces rapports qui ont autant rythmé la France et les pays africains notamment, et laquelle jeunesse entend aujourd'hui qu'il y ait des rapports d'égalité, des rapports de mutualité, des rapports d'estime. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, ce que j'ai beaucoup retenu de ces passages, et il dit clairement à l'élite politique africaine qui continue à tripatouiller les constitutions pour s'éterniser au pouvoir, de dire stop. C'est quand même un message indirect qui est aussi adressé à tous ces chefs d'État aujourd'hui qui sont en déphasage total du réel. Ils nient l'évident en pensant qu'effectivement, ils peuvent continuer à compter sur le soutien de la France, même si ce soutien se manifeste dans d'autres champs. Mais aujourd'hui, quand même, sur le plan politique, la rhétorique tenue par Macron est une rhétorique qui est un gage pour l'élite politique, notamment jeunesse africaine, de se prendre en charge. Et il est à retenir que ce n'est pas à la France, justement, d'apporter des éléments de réponse à toutes ces questions liées au chômage, à toutes ces problématiques liées au terrorisme. Certes, les États doivent agir ensemble, mais dans cet agir d'ensemble, justement, les responsabilités sont personnelles. D'accord. Alors, moi, je voudrais justement... allez-y, monsieur Keïta, oui. Moi, c'est surtout moi, j'ai suivi le discours de Macron. Avant lui, j'ai suivi François Mitterrand depuis la Baule, Jacques Chirac. Je pense que moi, je ne me fie pas au discours. Et pour le moment, je ne vois pas, puisqu'il vient d'arriver, peut-être que je vais un peu trop vite, je ne vois pas symboliquement quel acte fort Macron a posé qui indique qu'il est vraiment l'homme de la rupture par rapport à ses prédécesseurs. Je n'en vois pas pour le moment. Et je n'en vois pas pour le moment. Et la situation politique, sociale du Mali aujourd'hui en est l'illustration la plus patente. Donc, certainement que dans les débats, je vais pouvoir être assuré qu'effectivement, c'est l'homme de la rupture. Voilà les actes qu'il va poser. Et sinon, je ne suis vraiment pas emballé par le discours. Je sais que c'est un homme extrêmement intelligent, qui a le verbe facile, des envolées, et qui était humainement très proche de la jeunesse, que j'ai suivi donc cette communication que je salue par ailleurs. Mais je pense que je ne suis pas encore convaincu. Ok. Alors, monsieur Dembélé, monsieur Keïta dit qu'il n'est pas emballé par le discours du président français Emmanuel Macron. Quelle est votre analyse par rapport à ce discours? Alors, bonsoir madame. Il a tout à fait raison de ne pas emballer. Il faut qu'on cesse d'analyser les discours politiques comme étant des coups prêts à porter ou des coups prêts à consommer. Macron ne vient pas aujourd'hui révolutionner la relation France-Afrique. Ce n'est pas vrai. Macron se positionne aujourd'hui comme une rupture. La rupture d'une nouvelle génération politique. La rupture avec la naissance d'une nouvelle pensée politique, une nouvelle doctrine politique dans la relation avec la France. Ce n'est pas la fin de la France-Afrique, mais si Macron pose le postulat d'une nouvelle pensée, une nouvelle ouverture entre la France et l'Afrique. Et ça, Macron le dit implicitement, c'est la France qui a besoin de l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de la France. Et la France a intérêt à ne plus absorber les ressources humaines et les ressources économiques et naturelles de l'Afrique. La France a intérêt aujourd'hui à préparer et à composer avec l'Afrique. Maintenant, depuis la conférence de la Baule avec François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, vous savez, c'est toujours le même discours, mais aujourd'hui, nous sentons cette volonté d'aller vers une relation sereine, une relation apaisée, en tout cas du point de vue discursif. Et que la France est prête à accompagner les États africains dans le processus d'une véritable démocratie, la bonne gouvernance, même si dans le discours de Macron, on voit moins qu'il s'attaque à des vieux qui sont encore au pouvoir et que la France aujourd'hui a plus d'intérêt avec des États où ce sont les chefs d'État qui sont les plus anciens au pouvoir. Je prends le cas du Cameroun et je ferme la parenthèse. Cela dit, la différence entre Macron et Sarkozy, parce que là nous sommes en Afrique, le discours sur l'Afrique, c'est que Macron ne vient pas voir l'Afrique
Il y a un exemple que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire, que le paysan africain suit le rythme sans frein des récoltes et plutôt des saisons. Le Macron vient de dire que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche par sa jeunesse, l'Afrique est riche par ses ressources naturelles, l'Afrique est riche par son esprit innovateur plutôt, et qu'aujourd'hui, la France a besoin de l'Afrique comme l'Afrique aura besoin de la France pour continuer. Ce discours de fraternité, on le ressent chez lui parce que même pendant sa campagne, il a tenu le même type de discours de rupture de la nouvelle pensée, de la nouvelle doctrine politique. D'accord. Alors, Monsieur Pojugo, Monsieur Dambélé vient de parler d'une rupture, d'une nouvelle politique. Que pensez-vous de cela? Alors, j'ai dit tout à l'heure que le discours est révolutionnaire. Je vais expliquer pourquoi. C'est quand même une première de voir un président français rendre hommage à une figure africaine comme Thomas Sankara. Combien de chefs d'État européens ont fait cela? Ça, c'est révolutionnaire. Et c'est aussi révolutionnaire parce que Macron n'est pas en train de nous dire qu'il est la solution. J'ai parlé de leçons. Ce discours a beaucoup de leçons pour nous. Il est dit, le changement ou les solutions ne vont pas venir de l'étranger. Ça veut dire quoi? C'est le moment pour la jeunesse africaine, pour nous, de nous réveiller. C'est une leçon. Et il y a beaucoup de choses à dire dans son discours. Il ne faut pas prendre le discours comme si c'était un messie qui accorderait ou qui apporterait la solution à tous nos maux. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce discours qui puisse être utile pour nous? C'est dans ce sens que je dis que le discours de Macron est vraiment révolutionnaire. Pour la première fois, on nous dit il faut qu'on se réveille. Notre avenir est entre nos mains. Je crois que c'est ça ce que la jeunesse africaine a envie d'entendre et doit faire. Ne pas attendre les autres, mais voler de nos propres ailes. Et il parle d'inventer une nouvelle amitié. Ça veut dire quoi? Inventer, il ne dit pas de continuer sur quelque chose qui existait, mais inventer. Il y a certes des choses qu'il a voulu dire, mais qu'il ne peut pas dire parce que, en tant qu'homme politique, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc je ne vais pas être long sur cette question, mais je continue à dire qu'il y a quand même quelque chose de révolutionnaire dans ces discours. Ok. Alors, Monsieur Tounkara, est-ce qu'on pourrait dire que Macron se contredit par rapport au fait par rapport à ses propos du mois de juillet, quand il avait estimé que le défi de l'Afrique est civilisationnel, et de conclure quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards, mais vous ne stabiliserez rien. Partagez-vous cet avis? Je crois qu'il y a des notions fondamentales dans cette déclaration, notamment c'est lié à la civilisation. On ne va pas faire toute l'anthropologie du terme ici, mais retenez fondamentalement que le mot civilisation en soi est un mot polysémique qui a plusieurs sens. Il est fonction effectivement de l'usage qu'on en fait. Il entend par civilisation ici, naturellement, il a succombé aux sirènes développementistes de l'Occident, parce que beaucoup de penseurs occidentaux, effectivement, pensent que le summum de la civilité se trouve ailleurs, pas en Afrique. Donc, en gros, retenez fondamentalement dans cette notion de civilisation, si nous voulons amorcer la modernité à l'image occidentale, si nous voulons nous inscrire dans ces concerts des nations, il est extrêmement important que les poids démographiques soient accompagnés par les poids économiques. Je crois que soyons objectifs sur la question liée à la démographie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avoir 8 enfants, qu'on soit homme ou femme, à ces charges avec des revenus dérisoires, n'ont pas besoin que cela, effectivement, soit décrié par un président étranger. Ce sont des évidences du quotidien. Envoyer son enfant à l'école, l'assurer un avenir certain, faire en sorte qu'une fois que l'enfant arrive au terme du cursus, qu'il y ait un emploi, tout cela demande justement un certain nombre d'outillages. Dans la plupart de nos États ouest-africains, effectivement, la démographie est à maîtriser. L'idée qu'on a
ou ces ponts qu'on établit parfois entre bonheur et enfants, je crois que ces ponts, il faut vraiment les casser. Moi, je viens tout récemment de faire une étude entre l'enrôlement des enfants, notamment talibés, dans les différents groupes extrémistes violents. Il va de soi que le référent de l'appartenance sociale pèse, parce que vous ne pouvez pas comprendre que des familles qui sont dans une situation d'indigénat puissent avoir autant d'enfants, et lesquelles familles éprouvent toutes les difficultés à envoyer ces enfants à l'école, lesquelles familles ont toutes les difficultés du monde justement à apporter les fondamentaux, j'entends par fondamentaux, l'éducation, la santé, même l'eau potable, et même l'habitat d'ailleurs. Donc naturellement, lorsque nous n'avons pas tous ces moyens de notre politique démographique, il est quand même extrêmement important de ne pas tomber dans l'escalade émotionnelle. Le fait que la phrase vient de Macron, je crois que c'est là toute la dimension problématique du sujet. La démographie, en toute objectivité en Afrique aujourd'hui, elle n'est pas maîtrisée. Sa non-maîtrise nous conduirait à des dérives tant terroristes, même des dérives révolutionnaires. Parce que si vous regardez qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous avez un nombre important de jeunes aujourd'hui qui cautionnent la fragilité de l'État. Vous avez un nombre important qui questionnent même d'ailleurs, si vous voulez, la légitimité de l'élite politique. Parce que ce nombre important de jeunes a du mal justement à trouver un emploi décent. Ce nombre a du mal justement à être scolarisé. Donc vous voyez, donc, finalement, il y a un lien effectivement entre la pauvreté aussi absolue et le nombre d'enfants que chaque famille a. D'accord. Alors, M. Keïta... Okay. Moi, je pense que Macron, en disant cela, est parti d'une posture malthusienne, une analyse à partir d'une approche économique que je ne partage pas du tout. Et je ne vais pas donc rentrer dans cette polémique. Tout simplement, Macron, hier, disait que cela est un problème. Et aujourd'hui, face aux jeunes à l'université, il essaye donc d'emballer son discours, de prendre la posture de l'humilité en disant bon voilà, j'ai dit ça au risque de vous offenser, bon, et tout en restant sur ses positions. Je pense que c'est une approche malthusienne de la question, et je pense que nos économistes sont suffisamment armés donc pour sur la base donc de notre situation économique lui porter la contradiction. Je sais que nous avons des économies vassalisées. C'est des économies qui sont soumises donc aux besoins donc du marché international, qui ne sont pas bâtis sur la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Donc, vous êtes dans un pays où c'est une économie vassalisée, où pratiquement elle fonctionne donc sur la base, tout simplement, nous on produit, nous on va, rien ne se transforme chez nous. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que nous pouvons développer? Donc, si nous adoptons une autre posture qui consiste donc à réorganiser notre système économique, à dessiner des perspectives nouvelles pour la jeunesse, je pense que ce problème de population, surpopulation, etc. va disparaître. Nous sommes un pays immense, et plus de 1 241 000 km², et combien d'habitants au kilomètre carré? Donc je pense que c'est des thèses qui sont sujettes vraiment à débat. Et Macron, je lui laisse la liberté donc d'expliquer pourquoi ça ne va pas, mais pour moi ce sont les conditions dans lesquelles donc cette domination occidentale sur notre économie qui est aujourd'hui la principale raison des difficultés que nous affrontons. D'accord. Alors, Monsieur Dembélé, en quoi la réduction du taux de naissance pourrait être une issue de stabilité en Afrique? Non, mais, madame, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'à un moment, les intellectuels aient le courage de dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça le grand problème aujourd'hui, de vouloir tout théoriser, de vouloir donner des explications impensables à une population où il y a seulement 20% qui vont à l'école et que seulement 8% ont des diplômes universitaires. Ce que moi je veux vous dire par là, c'est que la démographie est une source d'économie potentielle. Il faut qu'on arrête de dire qu'aujourd'hui, quand on a 5, 6 enfants, 8 enfants, on ne peut pas les nourrir, donc quelque part on peut... Non, c'est faux. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? C'est que ce sont nos gouvernants, ce sont les dirigeants africains, les différents gouvernements qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Les femmes asiatiques font plus d'enfants que les femmes africaines.
Et on sait très bien que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes forts. Et la mauvaise gestion de cette démographie est une bombe à retardement qui va exploser. Aujourd'hui, au Mali, 76,30% des Maliens sont de 18-35 ans. En 2050, nous savons très bien que, selon les démographes, ça va monter à 93%. Comment vous voulez demander aux gens de ne pas avoir Il faut donner du travail aux jeunes. Il faut développer notre économie agricole. Il faut permettre aux gens une véritable décentralisation, c'est-à-dire quelqu'un qui naît, qui grandit, qui va à l'école sur place et qui a accès au minimum vital sur place. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Cet enjeu est civilisationnel, oui, parce que la civilisation, ce n'est pas la culture seulement. Il faut qu'on arrête de penser que non. C'est un enjeu, c'est un défi civilisationnel parce qu'aujourd'hui, notre civilisation est appelée à se réinventer sur une base de stratégie de relations politiques qui doit être fondée sur la gestion de cette démographie. Et c'est ça, cette vérité dont on a peur souvent de dire que nos dirigeants sont dans un laxisme de mauvaise gestion des populations qui fait que les jeunes sont abandonnés, les populations sont abandonnées. On peut faire 20 enfants, ça ne pose pas de problème si on est bien géré, s'il y a l'autosuffisance alimentaire, s'il n'y a pas de corruption, s'il y a la bonne gouvernance, il y a la justice sociale. Voilà tout ce qu'il faut dire. Arrêtons de faire de la théorie autour des choses et disons le chat parle de pas son nom. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut bien gérer les populations. Il faut aller vers l'énergie renouvelable. Il faut développer les infrastructures. Il faut développer l'école. Il faut donner l'autosuffisance alimentaire. Il faut créer l'emploi, le marché. Ça, c'est la priorité politique de chaque gouvernement, de chaque régime africain aujourd'hui pour faire face à ces nombres d'enfants. On peut réduire le nombre d'enfants, même si on veut que les femmes ne donnent plus d'enfants du tout, ça ne va pas changer notre problème tant que nous sommes mal gérés, tant qu'il y a le vol, tant qu'il y a des milliards qui sont dilapidés, tant qu'il y a le mensonge dans la gestion de l'État, tant qu'il y a le laxisme dans la gestion de l'État, tant qu'on continue à penser que les populations sont là simplement pour consommer de la consommation, de la corruption, du mensonge, du gajibi. Ça, il faut que les intellectuels assument les responsabilités. Je veux que M. Toungara Ali dise que, en tant que sociologue, tout le problème aujourd'hui vient du simple fait qu'on n'arrive pas à gérer les populations, ce n'est pas parce qu'on fait des enfants. Aujourd'hui, on peut avoir 8 enfants et très bien vivre en Afrique si on est bien accompagné. D'accord. Alors, M. Tounkara, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux statistiques données par M. Dombele? Je crois que le Dr Damel lui-même, il s'est contredit à suffisance dans ses propos parce qu'il n'a pas nié justement cette corrélation entre l'économique et les démographiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans le contexte malien, sauf si l'on accepte de faire un sursaut à la naissance, afin de dégager des stratégies locales. Je crois que dans le contexte actuel, effectivement, la démographie elle est problématique. Pourquoi elle l'est? Parce que, certes, la mauvaise gouvernance est une évidence, personne ne peut la nier, mais dans le même temps, qu'on se dise qu'attention, dans un état où les fondamentaux ne sont pas réunis, on va continuer à faire plus d'enfants et les laisser pour eux-mêmes. Je crois qu'il est quand même extrêmement important de ne pas tomber justement dans l'émotivité, de regarder la réalité en face. Vous allez dans certaines localités du Mali où on a un nombre important d'enfants dans la rue, notamment la région de Ségou et la région de Mopti, y compris le district de Bamako. Ces trois localités aujourd'hui, s'il y a un dénominateur commun, c'est une présence massive des enfants au panneau tricolore. Si vous allez sur les différents trottoirs, pour un nouvel arrivant à Bamako, à Ségou, à Mopti, il est quand même étonné de voir tant d'enfants, justement, qui sont non seulement dans la rue, mais qui y passent la nuit, justement, parce que c'est qu'on ne dit pas souvent. Donc je crois qu'au-delà de s'attaquer au macro, qui est l'État, il est extrêmement important qu'on se pose des questions existentielles. Est-ce, dans l'état actuel de la gouvernance au Mali, peut-on donner naissance à tant d'enfants et qu'on arrive aussi à assurer ou à donner une éducation soignée à ces enfants? Parce que quand on parle du culturel, quand on parle du religieux, il est du devoir des parents, justement, de léguer une éducation de qualité aux enfants donnés. Donc, vous voyez donc à combien, finalement, la responsabilité des parents se pose avec acuité ici. Donc, je crois que l'État a sa part de responsabilité. Avant que l'État n'arrive à assurer pleinement ses fonctions régaliennes, il va de la responsabilité de chaque famille de se poser des questions qui me paraissent aussi aujourd'hui importantes. Au-delà de toute démagogie occidentale, nous sommes entre Maliens, qu'on se regarde, qu'on se dise la vérité.
D'accord. Alors, Monsieur Poujougo, Monsieur Tunkara vient de nous avancer quelques propos tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je crois que nous sommes souvent complexés. En parlant du discours de Macron, je dis il y a des leçons à tirer de ces discours. Quittons ce complexe et voyons qu'est-ce qui est important dans ces discours. Lorsqu'il dit par exemple les solutions sont entre nos mains. Et j'ai beaucoup apprécié les propos du docteur Dembélé en ligne. Il a parlé de la bonne gouvernance. On sait que les États africains ne sont pas bien gérés. Il y a un problème de gouvernance qui est là. Mais faut-il attendre les Occidentaux pour résoudre ce problème? Et c'est là encore, Macron nous le dit indirectement. Il dit, je vous dois quelque chose, mais vos dirigeants vous doivent beaucoup plus encore. Mais Macron n'est pas le seul à le dire. Je vais y arriver. Il n'y a pas que cela. Et il va dire aussi aux Burkinabés, à la jeunesse du Burkina Faso, voilà, vous avez fait quelque chose de formidable et j'espère que les autres vont suivre ce que vous avez fait. Macron est en train de nous dire, mais voilà, mais ça il faut le dire parce que on nous a toujours répété des discours d'accusation de l'autre, ce qui nous empêche de prendre nos responsabilités pour gérer les choses. Si la démographie est un facteur de développement ou un frein ou un obstacle, ce n'est pas ce débat doctrinal dont nous avons besoin, ce n'est pas de ces débats que nous avons besoin. C'est quoi la solution pour nous? Pour nous, Africains, on le sait, quand vous partez dans certains villages, plus vous avez des têtes ou des enfants, plus vous produisez. C'est la main-d'œuvre. Nous avons une autre conception. Mais la question est de voir comment nous pouvons utiliser notre démographie pour notre développement. Si nous trouvons que c'est un frein, un obstacle, alors nous allons trouver d'autres solutions. Nous avons des exemples comme la Chine. Et on connaît tous la politique d'enfants uniques en Chine qui a été révisée, ainsi de suite. Ils s'adaptent à leur situation, à leur développement. Pourquoi nous ne pouvons pas faire autant? Donc je crois que ces débats ne doivent pas être tirés trop vers la doctrine, mais voir réellement, concrètement, qu'est-ce qui est profitable pour l'Afrique. Bon, je partage le point de vue de M. Dembélé. Bon, mais un débat aussi sans doctrine, c'est-à-dire que c'est sur la base d'une vision, d'une doctrine qu'on dessine des projets. Donc, un débat technique, je ne sais pas, quand vous dites il faut débattre sans doctrine, je pense que dans toute action humaine, la part de l'idéologie, la part de la vision politique est fondamentale. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, Macron n'est pas le premier à demander aux Africains de prendre leur destin en main. Je pense que quand on analyse l'histoire, on se rend compte que des discours tels que Macron l'a fait, ont été faits par ses prédécesseurs. De Gaulle, en 1958, De Gaulle a dit ceux qui veulent prendre leur destin en main, ils n'ont qu'à le prendre, mais avec toutes les conséquences. Le discours a évolué en fonction du contexte, du processus historique, et aujourd'hui, Macron, il vient nous dire la solution c'est... Mais on sait aujourd'hui le rôle que joue la France. Vous savez, vous êtes malien, vous êtes ici. Tout le monde sait aujourd'hui que la situation politique dans laquelle nous nous trouvons, la part de responsabilité de la France, elle est grande. Je reconnais que nous avons une élite politique complètement pourrie, incapable de dessiner donc une perspective d'avenir, complètement pourrie, qui ne peut pas, puisque cette élite est en collision justement avec le système néolibéral international, il est incapable vraiment de construire un nouvel État parce que c'est des gens, ils sont congénitalement liés donc à ce système de domination. Voilà les raisons. Aujourd'hui que Macron évoque la mémoire de Thomas Sankara, moi je m'en réjouis. C'est une très bonne chose. Mais quand on voit la politique de la France par rapport à nos États, je pense qu'il a effectivement donc fait allusion à Thomas Sankara. La question que je suis en train de me poser, est-ce que ce n'est pas une stratégie intelligente de récupération de notre émotion pour pouvoir donc se faire voir? Mais on va le voir.
il y a des sujets concrets sur lesquels il s'est engagé. Il a dit, je vais déclassifier les archives sur l'assassinat de Sankara. Il dit qu'il fera tout pour que François Compaoré, qui est recherché par la justice de son pays, puisse répondre des accusations dont il est l'objet. Donc, on va voir à travers les actes qui vont être posés. Et comme je l'ai dit, je ne juge que par les actes. Les paroles, vraiment, nous en avons assez entendu. J'ai eu la chance d'aller à beaucoup de rencontres, à beaucoup de sommets à travers le monde. J'ai entendu beaucoup de discours. Le discours de François Mitterrand à Cancun, quand il parle, il s'adresse aux pays en voie de développement. C'est un discours historique, mais d'une tonalité politique mais extraordinaire. Mais après Cancun, qu'est-ce que ça se passe? La densité de ces discours ne peut pas être comparée aux propos de Macron à Ouagadougou. Donc moi, je pense que ce n'est pas le discours, c'est vraiment les actes. C'est à travers les actes qu'on pourra donc passer la parole à M. Poujouga avant de fermer ce chapitre. Je voudrais rapidement sur ce que vous avez dit. Lorsque je dis qu'il faut dépasser les débats doctrinaux, je ne suis pas en train de dire que la doctrine n'est pas importante. Absolument, la doctrine est importante. Parfait. Mais on le voit, la doctrine n'est qu'une construction intellectuelle lorsqu'il s'agit d'intérêts des États. Il faut donc dépasser la doctrine. Elle devient une force matérielle. Je vais prendre un exemple pratique très rapidement. Très rapidement un exemple. Nous savons que les États ont ce qu'on appelle les systèmes monistes ou dialistes. Les systèmes monistes avec supériorité du droit interne disent par exemple que la Constitution est supérieure aux traités internationaux. Mais lorsqu'on voit que les intérêts de l'État sont en jeu, on va aller modifier la Constitution pour ratifier ces traités. Donc là, la doctrine devient par exemple une construction intellectuelle. Et il faut... C'est les rapports de force qui déterminent. Ce sont les intérêts. Ici, ce sont les intérêts qui nous intéressent. Est-ce que nous avons intérêt? C'est les rapports de force qui... Non, là, ce n'est pas... Monsieur Keita, je vous en prie. Ici, nous ne sommes pas devant une question de rapport de force. Qu'est-ce qui nous intéresse entre réduire notre population ou la garder telle qu'elle? Non, je vais sur l'exemple que vous avez donné en matière de droit. Je dis en ce moment-là, si les États changent de position, c'est le résultat des rapports de force. D'accord. Monsieur Keita, nous allons fermer ce chapitre sur la démocratie et la démographie. À présent, passons à l'immigration. Le président français est également revenu sur la vente de migrants qu'il qualifie de crime contre l'humanité. Mais certains pensent que la France est un des responsables du flux migratoire. Monsieur Tounkara, qu'en pensez-vous? Oui, la part de la France, on ne peut pas la nier, naturellement. Mais je crois que le flux migratoire aujourd'hui, si vous parcourez les pays occidentaux, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes majeurs qui apparaissent. De plus en plus, des Européens ont du mal à trouver du travail déjà. Maintenant, des partis populistes brandissent la menace de l'autre, en fait. Donc, finalement, l'élite politique européenne, de façon générale, a entendu un tel cri. Dans le même temps, vous avez un second phénomène aujourd'hui qui coupe le sommeil en Europe, qui est la montée du terrorisme avec le référent étranger. Beaucoup d'actes terroristes aujourd'hui sont perpétrés ça et là, mais derrière, vous avez des populations étrangères ou d'origine étrangère. Donc, ces deux aspects ont fait qu'aujourd'hui, l'Occident est même dans l'obligation de revoir justement sa politique migratoire. Mais avant de s'attaquer à l'Europe ou à l'Occident, il est extrêmement important que les sociétés de départ apportent des réponses durables aux facteurs justement qui expliqueraient le pourquoi de ce départ massif des jeunes. Ce n'est pas à la France ni à l'Allemagne d'apporter justement des solutions à l'employabilité des jeunes au Mali, au Congo ou en Guinée. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on se dise qu'attention, les flux migratoires, quels sont davantage la quintessence, même à la limite, j'allais même dire, si vous voulez, la légitimité même de l'élite politique africaine. C'est elle d'abord qui doit apporter des solutions à ces questions internes et non à la France de répondre justement à ces questions liées à l'employabilité des jeunes, à ces questions liées justement à la formation des jeunes. Donc, je comprends aisément que les gens accusent la France par le fait qu'elle a quand même sous-traité une partie de son contrôle aux pays limitrophes, notamment le cas de la Libye, où effectivement, personne ne peut le nier, que les Occidentaux, en dépit de la situation chaotique politique que la Libye fait l'objet,
on a quand même demandé à la Libye, même au Niger, on l'oublie parfois, et l'Algérie aussi, de stopper cette montée massive de flux migratoires. Mais je crois qu'il est quand même, soyons rationnels entre nous. La France aujourd'hui, elle a un taux de chômage très élevé. Si à la France justement de continuer de recevoir autant d'étrangers sur son territoire, je crois qu'à un moment donné, les citoyens vont se plaindre de ces étrangers. C'est ce qui arrive aujourd'hui en France, c'est ce qui arrive aujourd'hui en Allemagne, c'est ce qui arrive aujourd'hui en Italie. Je vais comprendre aisément que les gens disent toujours que c'est la France et l'Italie qui sont même l'objet de notre sous-développement. Mais il est quand même important. Après plus de 50 ans d'indépendance, tous les États sans exception ont connu la colonisation. Les puissances ne sont pas là pour la charité. C'est à nos États d'apporter des solutions innovantes aux problématiques auxquelles les populations sont confrontées, et non à l'Europe ni à l'Occident non plus. A fortiori, l'ONU. Voilà. Donc il est quand même important qu'on se questionne sur ces questions internes. D'accord. Alors, Monsieur Dembélé, que pensez-vous de ces accusations contre la France étant l'un des responsables du flux migratoire? Bon, les gens accusent la France parce que la France a fait la guerre en Libye. Mais vous savez, madame, moi je fais partie de... Excusez-moi l'expression, hein, je m'en fous qu'il y ait du chômage en France, moi je m'en fous qu'il y ait du chômage en Allemagne, comment les Allemands traitent. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le Mali, c'est l'Afrique, comment on traite chez nous. Je cherche l'origine de ma maladie à sa source même. Vous savez, quand les gens ne mangent pas à leur faim, quand les gens ne sont pas bien formés à l'école, quand nous avons des problèmes de transition énergétique, quand le changement climatique, on n'arrive pas à les gérer, quand le paysan malien est plus endetté que le chômeur, quand l'agriculture ne permet même plus à nourrir le paysan dans son champ, quand les gens, la justice n'est pas rendue équitablement, quand il y a des gens qui se vantent dans ces pays à voler des milliards, combat, je suis un fou et te voilà. Tant que nous sommes là à ne pas nous occuper des jeunes, parce que la migration, ça concerne majoritairement les jeunes. 45% des jeunes sont candidats à l'immigration, c'est le chiffre de l'OFI en 2016. Tant qu'on n'arrive pas à gérer ça, on n'arrivera jamais à trouver. Il faut qu'on arrête cette victimisation et à vouloir trouver ailleurs. La solution, c'est chez nous-mêmes. La solution, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on trouve chez nous les moyens de lutter contre le chômage en rapprochant l'école du cadre professionnel. Il faut qu'on accompagne le paysan malien, non pas lui donner des clés factices en disant qu'on lui a donné des tracteurs alors que c'est faux. Le paysan malien n'a pas besoin d'engrais, il a besoin d'être accompagné, suivi et informé, formé et qu'on l'appuie financièrement pour qu'on puisse avoir tous les matériels pour cultiver. Vous savez, avec 2 hectares, on peut nourrir 20 personnes par an. Il faut qu'on se dise la vérité, madame. C'est faux tout ce qu'on vous dit, c'est pas vrai. Il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on est mal géré, on est mal gouverné. Il faut que nous, les Africains, on grandisse, on se prenne notre destin en main. Et ça passera par la jeunesse. Et ça, c'est le discours de Macron qui disait que la solution chez nous-mêmes, la solution c'est nous-mêmes, parce que nous ne devons plus accepter qu'on nous mente, qu'on nous trompe et qu'on nous vole notre destin. Et c'est ça la vérité. C'est tout ce que j'avais à vous dire, madame. Tout le reste là, c'est du pipeau, etc., etc. Ça ne marchera plus. D'accord. Okay. Merci, M. Dembélé. Oui, M. Keïta, vous voulez... Moi, je pense qu'il faut voilà. Il faut qu'on analyse le contexte, le contexte historique dans lequel nous nous trouvons. Et la justification du fait que nous avons des problèmes chez nous, il faut qu'il y ait moins de... Non, je pense que c'est des arguments à balayer d'un revers de la main. Pourquoi? Parce que nous sommes historiquement dans un contexte de compétition acharnée entre donc ces États européens et compétition extrêmement impitoyable. Et la France, aujourd'hui, se trouve dans une posture d'impuissance totale. Donc, c'est une économie qui fonctionnait sur des bases, c'était nos matières premières qu'on amenait, qui servaient à l'industrie de la France, pas seulement même la France, il y a presque tous les pays européens. Donc, il y avait cette économie de traite, l'aide liée, les rentes qu'elle prélevait sur les transactions, les transactions que nous avons avec eux, les dévaluations injustes ou flagramment abusives que nous avons connues, tout ça aujourd'hui fait que la France se trouve dans une posture extrêmement difficile. Et donc,
Et qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, à l'intérieur, elle accuse un déficit public, mais abyssal. Et les perspectives d'emploi n'existent plus. C'est le résultat de leur gestion. Et malheureusement, il faut donc, à travers des discours de haine dont mon contradicteur a intelligemment évoqué et vraiment bien analysé, donc à travers ces discours, on crée le sentiment anti-étranger et on change même les législations qui font que ceux qui sont allés en Europe sur des bases légales et régulières deviennent donc des gens qui sont dans l'illégalité. Donc ce discours s'est développé et puisque ces élites européennes n'ont plus rien à proposer à leur peuple, ils sont engagés dans une compétition insoutenable, une forme donc de gestion du pays qui exclut de plus en plus les gens. Plus d'emplois, on délocalise, on amène les industries dans les pays où les coûts d'investissement ne sont pas élevés, où la main-d'œuvre est bon marché pour pouvoir donc tenir les rangs. Et qu'est-ce qu'on fait? On développe une stratégie qui les permet de s'emparer de nos ressources naturelles. Vous avez vu, l'Union européenne a développé une stratégie pour pouvoir s'emparer de nos matières premières à moindre coût. Il y a également les accords de partenariat économique que nous avons signés avec eux. Donc, tout ça qui les donne une position véritablement dominante par rapport à nos économies, par rapport à nos États. Donc, dans une telle situation, comme notre interlocuteur au téléphone l'a expliqué, donc ça crée une situation qui fait que la misère ne fait que se développer. Nous avons les matières premières. Moi, je viens d'une région, je viens de Kenyeba. Il y a 3 grandes usines pour extraire de l'or, mais résultat, pas d'eau, pas d'électricité. Donc, vous voyez la situation. Donc, c'est ça qui explique que les gens, de plus en plus, vont aller là-bas et il ne revient pas à nous donc de jouer cette politique d'externalisation des frontières à la place de l'Union européenne. Merci, M. Keïta. Le temps nous fait un peu défaut et avant de conclure, oui, allez-y, monsieur. Merci. Oui. Je crois qu'il est temps de poser balle à terre et de jouer correctement. Pourquoi je dis poser balle à terre? Je suis d'accord avec le docteur Dambélé. Totalement d'accord. Parce qu'on ne peut pas continuer à parler de pillage ou de quoi que ce soit lorsque nous ne prenons pas nos responsabilités. Tout le monde le dit, ce discours il n'est pas nouveau. Mais depuis combien d'années on nous dit de nous prendre en charge et on ne le fait pas? Mais structurellement, les autres arrivent à le faire. Pourquoi c'est toujours nous, Africains, qui n'arrivons pas à le faire? Nous ne sommes pas les seuls à avoir passé par la colonisation ou la traite. Il y a d'autres peuples qui ont subi. Les conditions, ça se crée. Et donc, nous devons nous prendre réellement en charge. Nous devons bien gérer. Nous ne pouvons pas avoir un morceau de bois dans notre œil et prétendre enlever le grain de sable qui est dans l'œil de notre voisin. Commençons d'abord par ôter celui qui est dans notre œil. Merci, M. Pojego. M. Tounkara, un mot de la fin en quelques secondes, je vous prie. Très rapidement, je crois que les gens comprennent que les rapports entre les États, ce ne sont pas des rapports dans une logique de charité. Chaque État s'efforce à se tirer la ficelle. Je crois que ce sont les États africains qui peinent à comprendre une telle philosophie. D'accord. Merci M. Tounkara. Et cela me fait à ce débat qui était sur le discours du président français Emmanuel Macron. Nos invités sur ce plateau, Dr Djekari Pojego, professeur à l'Université du Mali, Clément Dambélé, politologue, Noun Keïta, altermondialiste, membre du Forum social mondial, Ali Tounkara, sociologue. À la mise en onde de Sedumbo, la régie vidéo est assurée par Gagny Kanté. C'était une réalisation de Samadoumbia et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.